Et j'ai le plaisir d'accueillir David Engels, philosophe, auteur de Défendre l'Europe civilisationnelle, pour son excellente chronique sur l'Europe. Voilà, bonjour, chers auditeurs, bonjour, grand merci pour l'invitation. Eh bien, je vous parlerai aujourd'hui des élections en Allemagne, ce dimanche. L'Allemagne qui élit un nouveau Bundestag et donc un nouveau gouvernement. Alors, comment ne pas être tenté de commenter, de gloser, même de faire des pronostics? Pourtant, ce qui mérite réellement d'être observé, c'est la manière dont un système politique créé initialement avec beaucoup de bonne volonté pour garantir une gouvernance équilibrée semble aujourd'hui atteindre ses propres limites et se mener à l'absurde sous le poids de ses propres contradictions. Alors, au menu des élections, les démocrates chrétiens de la CDU, qui ploient sous le poids des années de plan d'Angela Merkel et qui, en dépit de quelques faibles tentatives de rappeler leur idéologie de centre-droite à l'électeur, ont perdu massivement de crédibilité à cause de leur sympathie invétérée pour les écologistes et les socialistes, sont estimés à environ 30%. Puis, il y a l'AfD, ce fameux parti de droite dite populiste qui, ces dernières années, a réussi à soigner son image, mais qui reste dans un pays marqué par le traumatisme du national-socialisme massivement diabolisé par les médias. Déchiré entre libéralisme et socialisme, entre souverainisme et défense de l'Occident, entre sécularisme et christianisme, il devrait atteindre les 21%. Puis, il y a les social-démocrates de la SPD du chancelier Scholz, avec seulement 15%. Ils semblent suivre le destin de leurs collègues français et italiens et peinent à se positionner entre défense des ouvriers et rhétorique woke. Mais puis, il y a les écologistes. Après les pertes massives de popularité liées à l'échec du Green Deal, ils se sont stabilisés à 13%, notamment en ralliant à leur cause tous les anti-Trumpistes et pro-ukrainiens d'Allemagne. Les communistes ont profité de l'échec des social-démocrates et se trouvent à 7%, alors que les libéraux et le fameux Bündnis Sarah Wagenknecht, ce parti néo-communiste et anti-immigrationniste, se trouvent tous les deux à environ 5% et risquent éventuellement de ne pas rentrer dans le Bundestag. Alors, pourquoi je détaille tout cela? Bonne question, car Excellente disons-le tout question. d'abord très, très clairement, les élections en Allemagne ne changeront rien, mais alors absolument rien du tout, à la politique future du pays. D'une part, l'AfD est encore trop faible pour gouverner seule. D'autre part, la pression des médias et de l'establishment est si forte que les autres partis ne formeront jamais de coalition avec elle. Et même la pression actuelle des États-Unis ne devrait pas suffire à provoquer un véritable bouleversement politique et risque plutôt de pousser les partis dits du système à se radicaliser dans leur jusqu'au-boutisme. L'Allemagne est donc vouée à une énième coalition des perdants, unie uniquement par leur opposition à l'AfD et leur volonté de rester encore au pouvoir quelques petites années de plus, le programme politique étant donc plus ou moins interchangeable à quelques nuances près. Ainsi, les événements démontreront une fois de plus que les grands bouleversements de l'histoire sont rarement le résultat direct de véritables conflits entre deux tendances à force égale, mais plutôt d'une absence de véritable alternative qui soumine lentement un ancien régime et facilite ensuite son effondrement. Et dans le cas de l'Allemagne, et finalement de l'ensemble du monde européen, il n'en va pas autrement. Depuis des années, voire des décennies, l'histoire de l'Occident consiste à repousser désespérément le moment où il faudra se rendre à l'évidence. Dans un monde infantilisé, globalisé et informatisé, les démocraties nationales parlementaires n'ont plus qu'un caractère décoratif et n'exercent plus aucune influence réelle sur les évolutions fondamentales. Le pouvoir n'appartient plus à la classe moyenne et bourgeoise, mais à quelques milliardaires. Il n'appartient plus à l'État-nation européen, mais aux grands empires civilisationnels. Il n'est plus dans le discours critique, mais dans l'algorithme. Le 19e siècle, avec ses grands et puissants États-nations bourgeois, est définitivement révolu, qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse, pour laisser place à un système oligarchique diffus, international et hautement technologique qui utilise les anciennes formes plutôt pour dissimuler et se légitimer que pour en avoir réellement besoin, jusqu'au moment où ils perdent toute utilité alors qu'on les laisse s'effondrer. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'Allemagne? Eh bien, d'un côté, nous savons que le scrutin de dimanche ne changera pas vraiment la donne et que le nouveau gouvernement poursuivra plus ou moins dans la même voie que l'ancien. Le succès attendu de l'AfD restera donc pour l'instant un chiffre abstrait dont l'impact se reflètera plutôt
dans la radicalisation croissante de ses opposants et non dans des mesures concrètes et positives. Mais, d'un autre côté, cette intensification du dilemme ne restera pas sans conséquence, car quelle que soit l'issue des élections, le nouveau gouvernement poursuivra sans pitié toutes les erreurs du précédent et de l'avant-dernier. L'alignement des programmes politiques se poursuivra, tout comme le remplacement de la réalité par le moralisme, le sacrifice des intérêts à long terme au profit des intérêts à court terme et l'autodestruction d'un État de droit devenu instrument de domination d'une petite élite, et ce de manière irréparable, jusqu'à ce que le système politique allemand aura perdu sa toute dernière once de crédibilité populaire. De ce point de vue, la situation en Allemagne n'est pas si différente de celle de la France, bien au contraire. La France a même, je dirais, plusieurs années d'avance sur l'Allemagne, dans le bon comme dans le mauvais. Et tout comme il est toujours étonnant de voir que l'élite française sait empêcher la prise de pouvoir par des partis de droite, il en sera de même en Allemagne. Cordon sanitaire, manipulations électorales, procès politiques, pandémie, état de guerre, procédure d'interdiction. Il faut admirer le talent avec lequel un système moribond se maintient au pouvoir tout en rendant son départ de plus en plus inévitable. Et il faut également regretter que ses adversaires dits populistes n'aient que très rarement le même niveau stratégique. Bien qu'ils soient considérés comme des rebelles, des populistes, des révolutionnaires, ils sont en fin de compte beaucoup plus les témoins du vieux monde des années 1980 que ceux qui prétendent défendre le soi-disant état de droit en le détruisant de la manière la plus efficacement possible. C'est également le cas de la AfD, qui me semble moins être une alternative porteuse d'avenir que plutôt un facteur de retard. Actuellement, elle doit être considérée en moyenne plutôt comme le dernier parti véritablement attaché à la vieille RFA, la vieille Bundesrepublik, en souhaitant revenir de la dystopie de la nouvelle ère multipolaire techno-impériale au monde bourgeois et gardé des années 80. Une nostalgie, certes compréhensible, mais tout aussi peu constructive qu'un automobiliste qui tenterait de respecter le code de la route en plein Beyrouth. Certes, même sans un parti conservateur de droite particulièrement doué, le système social, économique et politique actuel finira par s'effondrer tôt ou tard, lentement ou progressivement. Et on peut s'attendre à ce que les élites au pouvoir soient capables de déterminer le moment précis où il ne vaut plus la peine de défendre le système et où le pouvoir doit enfin être cédé. Non pas en raison d'un aveu de défaite, mais de la même manière qu'on vend une entreprise au moment précis où l'on s'attend à sa faillite, mais où la vente génère encore une petite plus-value et où la responsabilité de la ruine totale peut être rejetée sur l'acheteur, du moins dans les yeux des actionnaires naïfs. C'est pourquoi on peut s'attendre à ce que l'opposition de droite arrivera, en effet, tôt ou tard, au pouvoir en France ou en Allemagne, les deux pays centraux de l'Europe, mais la gravité de la situation sera alors telle que l'attractivité de la droite s'épuisera rapidement et qu'elle sera incapable de relever les défis monstrueux qui se présentent à elle ou même de les comprendre. La question est donc tout à fait légitime de savoir quand, en Allemagne comme ailleurs en Europe, des partis politiques d'un nouveau genre vont finalement émerger, qui mettront fin alors au bricolage permanent d'un système en fin de vie et qui mettront en place un véritable programme de reconstruction constructif. Des partis qui accepteraient les réalités du présent dans toute leur ampleur et ne calmeraient pas les citoyens pour rendre la chute aussi indolore que possible, mais qui, avec honnêteté et sans compromis, leur expliqueraient les véritables impasses de l'avenir et les nombreux deuils qui seront à faire. Sans un État civilisationnel continental, sans réconciliation entre haute technologie et tradition, sans patriotisme européen, sans esprit de sacrifice et sans courage de prendre des risques, l'Allemagne et l'Europe tout entière seront dans quelques années reléguées au rang de musées en plein air, de maisons de retraite, de protectorats et de nouveaux Liban. Merci. Merci beaucoup pour cette conclusion absolument roide. Vous nous dites qu'il n'y a absolument rien à espérer et malgré tout, est-ce que vous pensez, à travers l'espérialisme qui est votre philosophie politique, mais je ne vous donne qu'une minute pour répondre, qu'un réveil des peuples est possible, pas à brève échéance, vous nous avez expliqué que là on est dans le marais jusqu'au cou, mais je sais pas, à horizon 2035, à horizon 2040? Oui, c'est ce qu'il faut espérer, mais dans des limites, dans des certaines limites.
Nous ne reviendrons plus jamais dans les années 80. Il y a des personnes qui le déplorent. Je crois que ce qu'il faut faire actuellement, c'est de sauver les meubles. Et sauver les meubles, ça veut dire essentiellement garder déjà notre autonomie en tant que civilisation, en dépit des attaques russes, américaines, chinoises, musulmanes, garder notre autonomie, nous fortifier, nous défendre, garantir notre accès aux ressources extérieures, rester un acteur indépendant et stratégique dans cette nouvelle politique mondiale qui se passe actuellement. Je crois que c'est l'élément le plus important parce que si nous perdons cette autonomie-là, si nous la sacrifions même à soi-disant retour à une liberté d'État-nation, eh bien nous perdrons tout parce que ces États-nations vont très rapidement devenir les pions dans un immense échiquier, pions contrôlés par les États-Unis, par la Chine, par la Russie, et donc on perdra tout. Donc c'est pour ça que je crois dans certaines limites, oui, un certain soubresaut est possible, mais il faut se rendre compte qu'il faut faire le deuil de beaucoup de choses auxquelles on s'est habitué et qui ne reviendront plus jamais. Mais merci beaucoup, David Engels, pour cette déclaration pleine de foi en l'avenir.